À mon anniversaire, ma famille m'a renié devant 100 proches, me présentant une facture de 248 000 € pour mon éducation. Ils ont pris ma voiture, mon travail. Je suis parti sans un mot. 4 jours plus tard, ils m'appellent 50 fois par jour. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 26 ans et je vis dans un petit appartement en ville. J'ai regardé autour de moi dans le jardin. Il y avait une centaine de parents et d'amis debout sur le gazon parfaitement tondu. Ils tenaient des coupes de champagne et me souriaient. C'était mon anniversaire. Je pensais qu'ils étaient là pour me célébrer. J'avais tort. Ils étaient le public de mon exécution. Mon père, Guillaume, se tenait au premier rang. Il m'a fait signe de m'approcher avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il m'a tendu un lourd portefeuille en cuir. Il avait l'air cher. J'ai cru que c'était un cadeau. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. C'était une facture. Le total était de 248 000 €. La description indiquait, pour le gîte, le couvert et les désagréments. Mon estomac s'est noué. Le silence dans le jardin était pesant. Avant que je puisse parler, ma sœur Solène s'est avancée. Elle a tendu la main. « Donne-moi les clés de la voiture, Amélie. Ce n'est plus la tienne. » Puis le pire est arrivé. Mon patron, qui était un invité, s'est raclé la gorge. Il a regardé le sol et m'a dit que j'étais licencié. Il a dit que la référence de mes parents changeait tout. Je suis resté là, tenant la facture de ma propre vie. J'ai alors réalisé que ce n'était pas une fête. C'était une gomme pour m'effacer. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 26 ans. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait demi-tour et j'ai commencé à marcher. L'allée était longue. Elle était bordée de voitures de luxe. Ma voiture était là, celle dont Solène venait de prendre les clés. Je suis passé devant sans la regarder. Je sentais leurs yeux dans mon dos. Je sentais la chaleur de leurs regards insistants. Je savais qu'ils attendaient que je craque. Ils voulaient que je me retourne et que je supplie. Ils voulaient que je pleure et que je demande qu'on me ramène. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Je suis sorti par les grilles en fer forgé du domaine. Le lourd métal s'est refermé derrière moi dans un claquement. Ce son était final. C'était le son d'une porte de prison qui s'ouvrait, pas qui se fermait. J'étais dehors, ils étaient à l'intérieur. Mon appartement était à 5 kilomètres de là. Je portais des talons hauts. C'étaient des escarpins couleur chair et serrés. Des chaussures faites pour être assises à une table, pas pour marcher sur le bitume. J'ai fait le premier pas sur la route principale. Le soleil se couchait. Le ciel était un mélange d'orange et de violet, mais je me fichais de la vue. Je ne me souciais que de mettre un pied devant l'autre. Le premier kilomètre fut un choc pur. Mon esprit était vide. C'était comme de la neige sur un écran de télévision. Je ne cessais de rejouer la scène dans le jardin. Le sourire de mon père. Le poids du portefeuille en cuir dans ma main. La main avide de Solène tendant vers mes clés. Mon patron regardant ses chaussures. Au 2e kilomètre, la douleur physique a commencé. Mes talons frottaient contre l'arrière de mes chevilles. Je sentais la peau se rompre. Une ampoule s'est formée, puis a éclaté. La piqûre était vive. Elle m'a réveillé. Je me suis arrêté une seconde et j'ai baissé les yeux. Il y avait une petite tache de sang à l'arrière de ma chaussure. J'ai enlevé les chaussures. Je les ai tenues à la main. J'ai marché pieds nus sur le trottoir. Le béton était rugueux et encore chaud de la journée. Il m'écorchait la plante des pieds. La douleur était bonne. Elle était réelle. La douleur dans mon cœur était trop grande pour être comprise pour l'instant. Mais la douleur à mes pieds était simple. Elle me ramenait à la réalité. J'ai continué à marcher. Des voitures passaient à côté de moi. Les gens regardaient par leurs fenêtres. Ils voyaient une femme en belle robe marchant pieds nus sur le bord de la route, tenant un portefeuille en cuir. Ils ont probablement pensé que j'étais folle. Peut-être que je l'étais. Ou peut-être que je voyais enfin clair pour la première fois. J'ai commencé à penser que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute qui avait mal tourné. Mes parents n'avaient pas juste perdu leur sang-froid. On ne tape pas une facture de 248 000 € par accident.
On n'invite pas un patron à une fête juste pour licencier un employé par accident. C'était un plan. Ils s'étaient assis et avaient planifié cela. Ils avaient probablement dîné avec Solène et en avaient discuté. Ils avaient choisi la date, mon anniversaire. Ils avaient choisi le lieu, leur jardin. Ils avaient choisi le public, la famille. C'était une attaque coordonnée. C'était une embuscade. Pourquoi? Les questions tournaient dans ma tête. Pourquoi ferait-il ça? J'avais été une bonne fille. J'avais de bonnes notes. J'avais un bon travail. Je ne leur ai jamais demandé d'argent. J'étais indépendante. Et puis ça m'a frappé. C'était ça le problème. J'étais indépendante. J'ai atteint mon immeuble. Mes pieds étaient salés en sang. Mes jambes tremblaient. J'ai monté les escaliers parce que je ne voulais voir personne dans l'ascenseur. J'ai déverrouillé ma porte. Mon appartement était petit. Il était calme. Il sentait le nettoyant au citron et les vieux livres. Il était à moi. Je payais le loyer. J'achetais les meubles. J'ai laissé tomber le portefeuille en cuir sur le sol. Il a fait un bruit sourd. Je ne suis pas allé à la cuisine pour prendre de l'eau. Je ne suis pas allé à la salle de bain pour laver mes pieds. Je suis allé directement à mon bureau. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé en bleu. C'était la seule lumière dans la pièce. J'ai tapé mon mot de passe. Mes doigts volaient sur le clavier. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais plus. Je me sentais froide. Un froid glacial et profond dans ma poitrine. Mon père se croyait malin. C'était un homme d'affaires. Il traitait avec des contrats et des poignées de main. Il pensait que le pouvoir, c'était l'argent et les cris. Il ne comprenait pas mon monde. Je suis analyste de données. Je comprends les schémas. Je comprends les chiffres. Je sais comment trouver des choses que les gens veulent cacher. J'ai ouvert une fenêtre de terminal. La boîte noire est apparue sur l'écran avec un curseur blanc clignotant. Elle attendait ma commande. D'accord, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Ma voix était rauque. Vous voulez la guerre? Vous aurez la guerre. Ils pensaient m'avoir tout pris. Ma voiture, mon travail, ma famille. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais plus seulement leur fille. J'étais une menace. Et j'allais les combattre sur mon champ de bataille. J'allais utiliser les données. J'ai regardé le portefeuille sur le sol. Pendant longtemps, je n'y ai pas touché. Il gisait là comme un animal mort. Finalement, je me suis penché et je l'ai ramassé. Le cuir était lisse. Il sentait le bureau de mon père. Il sentait l'argent et la vieille eau de Cologne. Je l'ai rouvert. J'ai sorti la seule feuille de papier. Elle était imprimée sur du papier de lin de haute qualité. L'en-tête portait le logo du cabinet de conseil de mon père. C'était une belle touche. Il voulait que ce soit officiel. Facture à Amélie de la part de Guillaume et Éléonore. Date, 12 décembre. Objet, remboursement pour services rendus. J'ai relu la liste. Gîte et couvert, 18 ans, 180 000 euros. Vêtements et produits de première nécessité, 25 000 euros. Frais médicaux, 15 000 euros. Éducation, différentiel école privée, 20 000 euros. Commission pour désagrément, 8 000 euros. Total dû, 248 000 euros. J'ai fixé les chiffres, les zéros dansaient devant mes yeux. La commission pour désagrément était la plus blessante. 8 000 euros pour le désagrément d'avoir un enfant. Était-ce pour les nuits où je pleurais bébé? Était-ce pour les fois où je suis tombé malade? J'ai regardé la ligne gîte et couvert. Je me suis souvenu de ma chambre. Elle était toujours froide. Je n'avais pas le droit de mettre des posters sur les murs. Je n'avais pas le droit de garder la porte fermée. Ce n'était pas une chambre. C'était un espace de stockage où il me gardait. J'ai regardé les vêtements. Je me suis souvenu de porter les vêtements de seconde main de Solène. Solène avait toujours les nouveaux manteaux, les nouvelles bottes. Je recevais ce qui ne lui allait plus, même si c'était trop grand ou de la mauvaise couleur. Et maintenant, il me facturait pour ça. J'ai posé le papier sur mon bureau. J'avais la nausée. Mais en le regardant,
la nausée s'est transformée en autre chose. Elle s'est transformée en clarté. Ce papier n'était pas une facture. C'était un aveu. Des parents normaux ne tiennent pas de compte. Des parents normaux ne calculent pas le coût des couches et du lait. Quand on a un enfant, on accepte de s'en occuper. C'est le contrat. On n'envoie pas une facture 18 ans plus tard. Mais mes parents n'étaient pas normaux. C'étaient des narcissiques. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un investissement. J'étais comme une action qu'ils avaient achetée. Ils mettaient de l'argent et ils attendaient un retour. Ils s'attendaient à ce que je sois célèbre ou riche ou marié à un homme puissant pour pouvoir se vanter de moi. Mais je n'étais rien de tout ça. J'étais juste Amélie. Je travaillais dans la tech. Je vivais dans un petit appartement. J'étais discrète. Je ne leur donnais pas de quoi se vanter. Donc, dans leur esprit, l'investissement avait échoué. Ils voulaient récupérer leur argent. Tout devenait logique maintenant. La façon dont ma mère soupirait quand je parlais de mon travail. Les ordinateurs sont si ennuyeux, Amélie, disait-elle. Solène fait du mannequinat maintenant. Ça, c'est excitant. Ils détestaient que je sois compétente. Ils détestaient que je n'ai pas besoin d'eux. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai déménagé. J'ai cumulé 2 emplois pour payer mon propre loyer. Je pensais qu'ils seraient fiers. J'avais tort. Ils étaient en colère. Ils ont arrêté de m'inviter à dîner pendant des mois. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. Maintenant, je comprenais. Ils détestent l'indépendance. Si je suis indépendante, ils ne peuvent pas me contrôler. Si je paie mes propres factures, ils ne peuvent pas me dire quoi faire. Si je conduis ma propre voiture, je peux m'éloigner d'eux. C'est pourquoi ils ont pris la voiture aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de la voiture. Il s'agissait de mobilité. Ils voulaient me consigner comme une adolescente. C'est pourquoi ils m'ont fait licencier. Il ne s'agissait pas du travail. Il s'agissait de l'argent. Sans salaire, je ne peux pas payer de loyer. Si je ne peux pas payer de loyer, je dois retourner vivre chez eux. J'ai regardé à nouveau la facture. Ils veulent que je revienne, ai-je chuchoté. Ils ne voulaient pas se débarrasser de moi. Ils voulaient me briser. Ils voulaient que je perde tout. Ma maison, ma carrière, ma fierté, pour que je doive ramper jusqu'à leur maison. Ils voulaient que je dorme dans ma vieille chambre froide, que je leur demande de l'argent, que je dépende d'eux pour la nourriture. Ils voulaient une esclave. Ils voulaient une victime. J'ai senti un feu s'allumer dans mon estomac. Il a brûlé la tristesse. Ils ont fait une erreur. Une grosse erreur. Ils pensaient que me montrer cette facture me ferait peur. Ils pensaient que la dette m'écraserait, mais ce ne fut pas le cas. Elle m'a libéré parce que maintenant je connaissais les règles. Ce n'était pas une relation familiale. C'était une transaction. Et si c'était une transaction, je pouvais l'auditer. Vous voulez parler d'argent, ai-je dit au papier. D'accord, parlons d'argent. Je suis retourné à mon ordinateur. Le curseur clignotait toujours, en attente. Ils m'avaient envoyé une facture de 248 000 €, mais ils avaient oublié quelque chose. J'avais accès à des choses qu'ils ignoraient. Je savais où se trouvait le vrai argent, et je savais qu'il n'était pas aussi irréprochable qu'ils le prétendaient. Je n'allais pas payer cette facture. J'allais leur en envoyer une à mon tour. Mon téléphone vibrait depuis 2 heures. Il vibrait sur le bureau comme un insecte en colère. J'ai regardé l'écran. Des SMS de cousins. Des messages d'amis qui avaient entendu les rumeurs. Des notifications d'Instagram. C'est vrai que tu t'es fait virer? OMG, ton père est tellement en colère. J'ai vu la story de Solène. Ça va? Je ne les ai pas ouverts. Je n'ai pas répondu. Le silence est un mur. Je suis resté derrière mon mur, mais je ne pouvais pas rester silencieuse à propos de mon travail. C'était le premier pilier qu'ils avaient essayé de faire tomber. Je devais le réparer immédiatement. Mon patron, celui qui m'a licencié à la fête, était un homme faible. Il s'appelait Gérard. Gérard avait peur de mon père. Mon père était un grand donateur au fonds de charité de l'entreprise. Gérard pensait probablement que me licencier ferait plaisir à mon père. Gérard se fichait du droit du travail ou de l'équité. C'était un lâche.
Si j'appelais Gérard, il n'écouterait pas. Il bégayerait et trouverait des excuses. Je devais passer au-dessus de lui. J'ai regardé l'horloge. Il était 21 heures. Tard, mais pas trop tard pour les gens au sommet. J'ai cherché dans mes contacts David Henriot. David était le directeur régional. Il était 3 niveaux au-dessus de Gérard. Il y a 6 mois, notre entreprise a subi une violation de données massive. C'était un dimanche. Personne ne répondait au téléphone. J'étais la seule à avoir remarqué que le serveur se comportait bizarrement. J'y suis allé. J'ai arrêté la fuite. J'ai fait économiser des millions d'euros à l'entreprise en procès potentiel. David m'avait appelé personnellement pour me remercier. Il m'avait donné son numéro de portable personnel. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Amélie, avait-il dit, tu m'appelles. J'espérais qu'il le pensait vraiment. Mes mains étaient stables quand j'ai composé le numéro. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur battait la chamade. Et s'il ne répondait pas? Et s'il croyait aussi mes parents? Allô, David. Sa voix était grave et fatiguée. David, c'est Amélie de l'analyse de données. Il y eut une pause. Amélie, on est dimanche soir. Tout va bien? Le serveur est en panne? Le serveur va bien, ai-je dit. Ma voix était calme. J'ai canalisé ce sentiment de froid dans ma poitrine. Mais j'ai un problème. Je viens d'être licencié par Gérard lors d'une fête privée à cause d'un différend personnel avec mes parents. David est resté silencieux un moment. Excusez-moi, vous avez été licencié quand? Il y a 2 heures. Gérard était invité chez mes parents. Mon père est en colère contre moi pour des raisons personnelles. Il a dit à Gérard de me licencier. Gérard l'a fait devant une centaine de personnes. J'ai gardé les choses simples. Seulement les faits, pas d'émotion. Je ne lui ai pas dit que j'étais rentré pieds nus. Je ne lui ai pas parlé de la facture. Je lui ai juste parlé de la violation professionnelle. C'est très irrégulier, a dit David. Sa voix semblait plus vive maintenant. Et illégale. Je sais, ai-je dit. Je suis l'une de vos meilleures analystes, David. Mes évaluations de performance sont parfaites. J'ai sauvé le réseau il y a 6 mois. Je suis puni parce que mon père est un donateur. Je vous appelle parce que je respecte cette entreprise. Je ne veux pas entamer de poursuite pour licenciement abusif. Je veux juste faire mon travail. J'ai retenu mon souffle. J'ai joué ma carte. La menace du procès était subtile, mais elle était là. David n'a pas hésité. Donnez-moi 10 minutes, Amélie. D'accord, raccrochez. Je vous rappelle. J'ai posé le téléphone. La pièce était à nouveau silencieuse. 10 minutes. Cela semblait durer 10 ans. Je fixais l'horloge au mur. La trotteuse avançait lentement. Tic, tac, tic. C'était le test. Étais-je impuissante ou avais-je de la valeur? Mes parents me disaient que je n'étais rien sans eux. Ils disaient que mon succès était dû à leur nom. Tu as été embauché seulement parce que tu es une Dubois, me disait souvent ma mère. J'ai attendu. 8 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était David. Amélie, c'est moi. J'ai parlé à Gérard, a dit David, sa voix dure comme la pierre. Il a confirmé l'histoire. Il a admis avoir agi sous la pression de votre père. Je vois. Gérard n'est plus le manager de votre département, a dit David. Mes yeux se sont écarquillés. Le licenciement est annulé, a poursuivi David. Il n'a jamais eu lieu. Vous êtes toujours employé. En fait, je vous transfère à l'équipe de sécurité senior. Vous rendrez compte directement au siège, pas à la branche locale. Gérard ne peut pas vous toucher. Vos parents ne peuvent pas vous toucher. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Merci, David. Et Amélie. Oui. Nous ajoutons une prime de rétention. Une augmentation de 10% avec effet immédiat. Nous n'aimons pas les influences extérieures dans notre entreprise. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Merci, ai-je répété. On se voit lundi. J'ai raccroché. Je me suis adossé à ma chaise. J'avais réussi. Mes parents avaient essayé de couper mes revenus.
Ils avaient essayé de me rendre indigente pour que je rampe jusqu'à eux. Au lieu de cela, j'ai fait licencier leur ami. J'ai eu une promotion et une augmentation. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire sombre et crispé. Première manche. Il me croyait faible. Il pensait que j'étais la petite fille qui pleurait quand elle faisait tomber sa glace. Il ne connaissait pas la femme que j'étais devenue. Il ne savait pas que pendant qu'il jouait à des jeux sociaux, je construisais une carrière basée sur des compétences réelles. J'ai regardé à nouveau la facture. 248 000 euros. Vous voulez de l'argent, ai-je pensé. Je viens d'en gagner plus. Mais je n'avais pas fini. Récupérer mon travail n'était que de la défense. Je devais passer à l'offensive. Je suis retourné à la fenêtre de terminal sur mon écran. Il était temps de regarder les finances de la famille. J'étais en sécurité pour le moment. J'avais mon travail. J'avais mon salaire. Mais ce n'était pas assez. Mes parents m'avaient attaqué. Ils m'avaient humilié. Et surtout, ils m'avaient remis une facture prétendant que je leur devais de l'argent. Je devais vérifier si c'était vrai. Mon père, Guillaume, était de la vieille école. Il gardait ses mots de passe dans un carnet dans le tiroir de son bureau. Je le savais parce que je jouais dans son bureau quand j'étais enfant. Mais je n'avais pas besoin du carnet physique. Il y a 2 ans, mon père m'a demandé d'installer son Wi-Fi à la maison et son nouvel ordinateur. Tu es doué avec les machines. Répare ça, m'avait-il aboyé. Je l'ai réparé. Et pendant que j'y étais, j'ai installé une porte dérobée. Je ne l'ai pas fait pour l'espionner à l'époque. Je l'ai fait parce que je savais qu'il oublierait son mot de passe et m'en tiendrait pour responsable. Je voulais un moyen de le réinitialiser à distance pour qu'il ne me crie pas dessus. Maintenant, cette porte dérobée était mon arme. J'ai tapé la commande. Connexion à l'autre 192.168.1.55. Accès autorisé. J'étais dans son ordinateur. C'était trop facile. Il n'avait pas d'authentification à 2 facteurs. Il n'avait pas de pare-feu complexe. Il était arrogant. Il pensait que personne n'oserait le toucher. J'ai navigué dans ses dossiers, mes documents, finances, déclaration de revenus. J'ai commencé à ouvrir des fichiers. Je me sentais comme un détective dans un film, mais il n'y avait pas de musique, juste le bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable. J'ai d'abord regardé les relevés bancaires. Mes parents étaient riches, mais pas autant qu'ils le prétendaient. Ils dépensaient beaucoup. Cotisation au country club, paiement de leasing pour les voitures, bijoux. Ils perdaient de l'argent pour paraître importants. Puis j'ai trouvé le dossier intitulé Fiducie. Mon cœur a raté un battement. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était décédée il y a 5 ans. Elle m'aimait. Elle était la seule qui m'aimait vraiment. Elle me donnait des biscuits en cachette quand ma mère me mettait au régime. Elle me lisait des histoires. Quand elle est morte, il y a eu un testament. Mes parents m'ont dit qu'elle leur avait tout laissé pour qu'ils gèrent pour la famille. J'avais 21 ans à l'époque. Je les ai crus. Je n'ai pas posé de questions. J'étais en deuil. J'ai ouvert le fichier. Distribution de la succession de grand-mère Rose.pdf. J'ai lu le texte juridique. Mes yeux ont parcouru les pages. Je lègue par la présente la somme de 500 000 euros à ma petite fille Amélie. J'ai arrêté de respirer. 500 000 euros. Elle m'avait laissé un demi-million. Spécifiquement à moi, pas à la famille. À Amélie. À détenir en fiducie jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 21 ans. J'en avais 26. Où était l'argent? J'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai cherché le numéro de compte indiqué dans le testament. J'ai tracé les transferts. L'argent avait été déposé sur un compte séparé il y a 5 ans. Puis les retraits ont commencé. Retrait, 50 000 euros, virement vers le compte joint GE. Retrait, 85 000 euros, achat, concessionnaire Mercedes-Benz. J'ai figé. La Mercedes. Celle que Solène conduisait. Celle dont elle se vantait. Papa me l'a achetée parce que je suis sa préférée, avait-elle dit. Il ne l'avait pas achetée. Je l'avais achetée. L'argent de ma grand-mère. Mon argent avait payé la voiture de Solène. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. La trahison était physique.
Elle me tordait l'estomac. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient méchants. Ce n'était pas seulement qu'ils m'ignoraient. C'étaient des voleurs. J'ai continué à chercher. Retrait, 20 000 €, entrepreneur en rénovation. C'était pour la nouvelle cuisine dans laquelle je n'avais pas le droit de cuisiner. Retrait, 10 000 €, vacances à Paris. Le voyage qu'ils ont fait sans moi. Ils l'avaient vidé. Tout. Le solde du compte en fiducie était de 4 512 €. Ils avaient volé un demi-million d'euros à leur propre fille. Ils avaient dépensé mon héritage pour eux-mêmes et pour Solène. Et aujourd'hui, ils m'avaient remis une facture de 248 000 €. L'audace était à couper le souffle. C'était diabolique. Je me suis rassise, tremblante. Les larmes sont finalement venues. Des larmes chaudes et furieuses. Je les ai essuyées brutalement. Grand-mère Rose voulait que je sois en sécurité. Elle voulait que j'aie un départ dans la vie. Elle connaissait mes parents. Elle savait qu'ils ne m'aideraient pas. Cet argent était sa protection. Et ils l'ont pris. Ils ont pris son amour et l'ont transformé en voiture de sport et en vacances. J'ai regardé l'écran. J'avais la preuve. J'avais les journaux bancaires. J'avais les signatures numériques. La signature de mon père. La signature de ma mère. Ce n'était plus seulement un différend familial. C'était un crime. C'était un détournement de fonds. C'était de la fraude. J'ai sauvegardé chaque fichier. J'ai fait des copies. Je les ai sauvegardés sur un serveur cloud qu'ils ne pouvaient pas toucher. J'étais rentré chez moi en me sentant comme une victime. Je me sentais petite et effacée. Mais maintenant j'étais la personne la plus dangereuse de leur vie. Je n'allais pas seulement me défendre. J'allais reprendre ce qui était à moi. Mais j'ai vu autre chose dans les journaux. Quelque chose d'étrange. Il y avait des virements mensuels sortant vers un compte que je ne reconnaissais pas, 5 000 € chaque mois. Le bénéficiaire était BS Lifestyle SARL. J'ai vérifié les documents de constitution de cette SARL. Le propriétaire était Solène Dubois. Ma sœur. Attendez. Mes parents disaient que Solène se cherchait. Ils disaient qu'elle travaillait sur sa carrière de mannequin, mais les relevés bancaires montraient des paiements réguliers et programmés du compte professionnel de mes parents vers la société écran de Solène. Et en y regardant de plus près, l'autorisation pour ces virements provenait de l'identifiant utilisateur de Solène. Elle ne recevait pas seulement de l'argent de poche. Elle y avait accès. Je me suis penché plus près de l'écran. Solène n'était pas seulement l'enfant gâté et doré. Elle était une complice. J'avais besoin d'en voir plus. J'avais besoin de voir exactement ce que faisait ma petite sœur. J'ai tapé une nouvelle commande. J'allais plus en profondeur. J'étais assise dans le noir. La lueur de l'écran d'ordinateur était la seule lumière. Mes yeux étaient fatigués, mais mon cerveau était grand ouvert. J'avais trouvé le fonds en fiducie volé. C'était le premier crime, mais les journaux m'ont montré autre chose, quelque chose d'actif. Je regardais les virements vers BS Lifestyle SARL. 5 000 € chaque mois. Je devais savoir d'où venait cet argent. Mes parents se plaignaient constamment d'argent. Ils disaient que le marché était mauvais. Ils disaient que les impôts étaient trop élevés. Alors, où trouvaient-ils 60 000 € supplémentaires par an à envoyer à une société écran? J'ai retracé les dépôts sur le compte professionnel de mes parents. J'ai vu un schéma. Chaque mois, le premier jour, un virement arrivait de la part de Kevin et Michel Dubois. Montant, 5 000 €. Mémo, fonds d'investissement Startup Tech. Oncle Kevin et tante Michel. Mon cœur s'est serré. Oncle Kevin était le jeune frère de mon père. C'était un homme bon. Il n'était pas doué avec l'argent, mais il était bon. Il travaillait comme entrepreneur. Il construisait des maisons. Il travaillait avec ses mains. Tante Michel était enseignante. Ils n'avaient pas de millions. Ils économisaient chaque centime. Je me suis souvenu d'un barbecue familial l'été dernier. Oncle Kevin buvait une bière. Il avait l'air heureux. Il m'a dit, « Ton père est un génie, Amélie. Il nous aide à investir notre épargne retraite. On va pouvoir prendre notre retraite plus tôt. Il la place dans ses nouvelles entreprises de technologie. » J'ai eu la nausée. J'ai regardé à nouveau les journaux bancaires. L'argent arrivait de Kevin et Michel le premier.
Il restait sur le compte professionnel de mon père pendant 24 heures. Puis, le deuxième, un virement sortait. Vers BS Lifestyle SARL. Montant, 5000 euros. Il n'y avait pas de start-up stake. Il n'y avait pas d'investissement. Mon père prenait l'argent de la retraite de son propre frère. Il le blanchissait via son compte professionnel, puis il l'envoyait à Solène. J'ai tapé la commande de recherche pour BS Lifestyle SARL. Je devais voir les dépenses. Si c'était une entreprise légitime, il devrait y avoir des frais professionnels. Loyer de bureau, équipement, salaire. J'ai craqué le mot de passe du portail bancaire de la SARL. C'était Solène 123. Elle était si paresseuse. J'ai ouvert les relevés. Débit Sephora 450 euros. Débit Air France première classe 1200 euros. Débit Le Ritz 3000 euros. Débit Gucci 800 euros. Ce n'était pas une entreprise, c'était une caisse noire. Oncle Kevin suait sur les chantiers, portait du bois, se ruinait le dos. Tante Michel corrigeait des copies jusqu'à minuit. Ils envoyaient cet argent à mon père, lui faisant confiance pour construire leur avenir. Et mon père le donnait à Solène pour qu'elle achète des sacs à main. J'ai senti une rage si chaude qu'elle me faisait picoter les doigts. C'était pire que ce qu'il m'avait fait. Me voler était une chose. J'étais jeune. Je pouvais travailler. Je pouvais me rétablir. Mais Kevin et Michel, ils avaient la cinquantaine. C'étaient les économies de leur vie. Mais je devais être sûr à propos de Solène. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être que mon père lui avait juste donné une carte de crédit. Peut-être qu'elle pensait que c'était son argent. J'ai regardé les journaux d'autorisation pour les virements. Dans le secteur bancaire, lorsque vous déplacez de l'argent d'un compte professionnel, vous avez besoin d'une signature numérique. J'ai sorti le journal du virement du mois dernier. Identifiant utilisateur, S. Dubois 2. Adresse IP, 192.168.1.55. L'appareil de la maison, MacBook Pro de Solène. Action, virement autorisé. Elle savait. Elle ne recevait pas seulement l'argent. Elle se connectait au système. Elle initiait le virement du compte professionnel vers sa SARL. Elle voyait la source des fonds. La ligne indiquait entrée Kevin. Elle cliquait sur approuver. Je me suis adossé. J'ai pensé à Solène à la fête aujourd'hui. Elle avait l'air si parfaite. Ses cheveux étaient brillants. Sa robe coûtait plus cher que mon loyer. Elle avait exigé les clés de ma voiture avec un sourire narquois. Ce n'est plus la tienne, avait-elle dit. Elle jouait parfaitement le rôle de la fille innocente et gâtée. Tout le monde pensait qu'elle était juste un peu sotte. Tout le monde pensait qu'elle n'était qu'un joli visage qui aimait faire du shopping. Mais ce n'était pas le cas. C'était une criminelle. Elle commettait une fraude électronique. Elle conspirait avec mon père pour détourner de l'argent de nos parents. Elle regardait son oncle, l'homme qui lui donnait des cartes d'anniversaire, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo. Et elle volait son avenir pour acheter du maquillage cher. Elle était pire que mes parents. Mes parents étaient des narcissiques, oui. Mais Solène, elle était une sociopathe. Elle ne ressentait rien. J'ai regardé l'écran. J'avais tout. J'avais la chaîne de preuves. Le vol du fonds en fiducie, vol envers moi. La fraude à l'investissement, vol envers Kevin et Michel. La société écran, blanchiment d'argent. L'évasion fiscale. Ils ne déclaraient certainement pas cela comme revenu. J'ai regardé l'horloge. Il était 3 heures du matin. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas mangé. Mes pieds me lançaient encore à cause de la marche, mais je me sentais éveillé. Je me sentais puissante. Ils voulaient m'effacer. Ils voulaient me réduire à zéro. Au lieu de cela, ils m'avaient donné les clés de leur destruction. Je me suis souvenu de la facture qu'ils m'avaient donnée, 248 000 euros. J'ai ouvert une calculatrice. Le fonds de ma grand-mère, 500 000 euros. Intérêt sur 5 ans, au bas mot, 100 000 euros. L'argent volé à oncle Kevin sur 4 ans, 240 000 euros. Ma voiture, qu'ils ont prise, 35 000 euros. Total volé, 875 000 euros. Et ils avaient le culot de me demander de l'argent. J'ai ri. C'était un son court et sec dans la pièce silencieuse. Je n'allais pas les poursuivre en justice. Les procès durent des années.
Les avocats coûtent cher. Mes parents feraient traîner les choses. Ils mentiraient. Ils charmeraient le juge. Non, je n'allais pas au tribunal. J'allais à la famille. Mes parents se souciaient d'une chose avant tout, leur image. Ils se souciaient de ce que les gens pensaient. Ils se souciaient d'être la famille parfaite au country club. Ils se souciaient d'être les bienfaiteurs riches et prospères. Si je les poursuivais, ils pourraient déformer les faits. Ils pourraient dire que j'étais une fille folle et ingrate. Mais si je montrais la vérité, si je montrais les chiffres ne mentent pas. J'ai commencé à organiser les fichiers. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé La Vérité. J'y ai glissé le PDF du testament. J'y ai glissé les relevés bancaires. J'y ai glissé les journaux des virées shopping de Solène. J'y ai glissé les archives des emails. Je construisais une bombe numérique. J'ai repensé à Solène. Je me demandais si elle dormait paisiblement dans ses draps de soie. Je me demandais si elle rêvait de ses prochaines vacances. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de se terminer. Elle pensait qu'elle était le personnage principal. Elle pensait que je n'étais qu'une figurante. Elle avait tort. J'ai cliqué une dernière fois sur le fichier de BS Lifestyle SARL. J'ai pris une capture d'écran du bouton à approuver avec son nom d'utilisateur à côté. Je te tiens, ai-je murmuré. J'étais prête pour la prochaine étape. Le soleil se levait. Le ciel à l'extérieur de ma fenêtre était gris et nuageux. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. C'était approprié. J'avais le dossier. Maintenant, je devais le mettre en forme. J'ai ouvert un éditeur de documents. Je ne voulais pas simplement envoyer un tas de fichiers en vrac. Les gens sont confus par les fichiers en vrac. Je voulais que ce soit une histoire. Une histoire qu'ils ne pourraient pas s'arrêter de lire. J'ai créé un seul document PDF. Page 1, la page de garde. J'ai tapé le titre en grosses lettres grasses. Audit familial. Un examen financier. Page 2, l'introduction. Je l'ai gardé simple. Hier, on m'a remis une facture de 248 000 € pour le coût de mon éducation. Cela m'a incité à examiner les finances familiales pour m'assurer que toutes les dettes sont réglées. Vous trouverez ci-dessous le résultat de cet examen. Page 3, la fiducie de grand-mère Rose. J'ai mis le scan du testament. À gauche, j'ai surligné la section concernant les 500 000 €. À droite, j'ai mis le virement bancaire montrant l'argent quittant le compte. J'ai ajouté une flèche rouge pointant vers l'achat chez le concessionnaire Mercedes. Légende, l'argent laissé pour l'éducation d'Amélie a été utilisé pour acheter des actifs commerciaux pour Guillaume. Page 4, la voiture. J'ai mis le reçu de la Mercedes que Solène conduisait. Légende, acheté avec les fonds de la fiducie Amélie Dubois. Page 5, l'investissement de Kevin et Michel. C'était la page la plus difficile à faire. J'ai mis le virement entrant de Kevin, puis le virement sortant vers Solène. Je les ai mis côte à côte. Légende, les économies de retraite de l'oncle Kevin ne sont pas investies dans la tech. Elles sont transférées directement à Solène Dubois pour son usage personnel. Page 6, les dépenses de Solène. J'ai listé les achats. Gucci, Ritz, Sephora. Légende, comment votre argent d'investissement est réellement dépensé. Page 7, la conclusion. J'ai écrit un résumé. Total volé à Amélie, 600 000 € et plus. Total volé à Kevin et Michel, 240 000 € et plus. Total dû à la famille, 840 000 € et plus. Ma dette de 248 000 € est considérée comme entièrement payée. J'ai sauvegardé le fichier. Auditfamilial.pdf. Il faisait 20 pages. C'était froid. C'était factuel. C'était dévastateur. J'ai ouvert mon client de messagerie. J'ai tapé les destinataires. A. Guillaume Dubois, papa. Éléonore Dubois, maman. CC. Solène Dubois. CC. Kevin Dubois, oncle. Michel Dubois, tante. CC. L'avocat de la succession de grand-mère Rose. CC. Le conseil d'administration du cabinet de conseil de papa. J'ai hésité sur le dernier. Le conseil d'administration. Cela détruirait sa carrière. Cela mettrait fin à sa vie professionnelle. J'ai regardé à nouveau la facture sur mon bureau.
commission pour désagrément. J'ai ajouté le conseil d'administration. Je n'ai pas écrit de message dans le corps de l'email. Je n'ai pas écrit « Je vous déteste » ou « Comment avez-vous pu ?» Tout ce que j'écrirais semblerait simplement émotionnel. Cela leur donnerait quelque chose à attaquer. Oh, Amélie est juste hystérique, dirait-il. Le silence est plus difficile à contester. J'ai joint le fichier. La barre de progression a avancé sur l'écran. Bleu, stable. J'ai ressenti un moment de peur. Une fois que j'aurais envoyé ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. La famille était finie. Les dimanches étaient finis. Les vacances étaient finies. Je serais une orpheline, en fait. Mais j'ai alors réalisé que j'étais déjà une orpheline. Ils m'ont rendu orpheline hier dans le jardin. Ils m'ont rendu orpheline quand ils ont volé l'argent de ma grand-mère. Ils m'ont rendu orpheline quand ils ont décidé que j'étais un poste de bilan, pas un être humain. Ce n'était pas une attaque. C'était une autopsie. Le corps était déjà mort. Je montrais juste à tout le monde comment il était mort. J'ai déplacé la souris sur le bouton envoyer. Mon doigt a plané au-dessus de la souris. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti l'air vicié de mon appartement. J'ai senti la douleur dans mes pieds. J'ai senti la faim dans mon estomac. Adieu, ai-je dit. J'ai cliqué. Message envoyé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas attendu pour voir s'il le lisait. Je savais qu'il le ferait. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides. J'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai versé un verre d'eau. Je l'ai bu d'une longue traite. Puis je suis allé à ma porte d'entrée. J'ai enclenché le verrou. J'ai mis la chaîne de sécurité. J'ai calé une chaise lourde sous la poignée. Je savais ce qui allait suivre. Le silence était l'arme, mais l'explosion arrivait. Je me suis assise sur mon canapé. Je me suis enroulé dans une couverture. J'ai attendu. 5 minutes ont passé. 10 minutes. Puis mon téléphone s'est allumé. Appel entrant, papa. Je l'ai regardé sonner. Je n'y ai pas touché. Appel entrant, papa. Appel entrant, maman. Appel entrant, Solène. Le téléphone a vibré et vibré. Il dansait sur la table basse. Puis les SMS ont commencé. Papa, Amélie, décroche. Papa, qu'est-ce que tu as envoyé? Maman, tu es folle? Tu as envoyé ça au conseil. Solène, supprime ça. Supprime ça tout de suite. Tu es en train de tout gâcher. J'ai regardé les messages défiler. Ils paniquaient. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. Puis un autre SMS est arrivé. Oncle Kevin, Amélie, c'est vrai? J'ai pris le téléphone. J'ai tapé un seul mot. Oui. J'ai reposé le téléphone. La guerre avait commencé. Mais pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui courais me mettre à l'abri. C'était moi qui regardais le feu. Le bruit n'a pas cessé. Pendant 3 heures, mon téléphone a vibré constamment. C'était comme une chose vivante dans la pièce. Mon père a laissé des messages vocaux. J'en ai écouté un. Amélie, tu dois rappeler cet email tout de suite. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que tu as été piraté. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Je te ruinerai. Tu m'entends? Je te poursuivrai pour diffamation. Sa voix tremblait. Il n'était pas en colère. Il était terrifié. Il savait que les journaux bancaires ne mentaient pas. Il savait qu'il ne pouvait pas poursuivre pour diffamation si c'était la vérité. Puis ma mère a appelé. Son message vocal était différent. Elle pleurait. Amélie, ma chérie, s'il te plaît, on peut en parler. On peut arranger ça. On ne voulait pas te faire de mal hier. On était juste stressés. S'il te plaît, chérie, pense à la famille. Pense à ta sœur. Je l'ai effacé. Pense à ta sœur. C'était toujours la même rengaine. Je devais m'immoler par le feu pour que Solène reste au chaud. Plus maintenant. Puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était un poing qui martelait le bois. Amélie, ouvre cette porte. C'était mon père. Je suis restée assise sur le canapé.
Je n'ai pas bougé. Amélie, je sais que tu es là. Ouvre cette fichue porte. Il a donné un coup de pied dans la porte. Le cadre a tremblé. La chaise que j'avais calée sous la poignée a tenu bon. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'à la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis resté de l'autre côté. Va-t'en, ai-je dit. Ma voix était calme. Cela m'a surprise de voir à quel point elle était stable. Ouvre la porte, a-t-il crié. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Le conseil m'a appelé. Il me suspend en attendant une enquête. Kevin est en route pour la maison avec un avocat. Tu as détruit cette famille. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite, ai-je dit à travers le bois. J'ai juste allumé la lumière. Espèce de petite garce ingrate. Après tout ce qu'on t'a donné. Vous m'avez donné une facture, ai-je dit. Souvenez-vous. 248 000 euros. Je viens de la payer. Il s'est tu. Je pouvais l'entendre respirer lourdement de l'autre côté de la porte. Amélie, a-t-il dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure désespéré. S'il te plaît, envoie juste un email disant que c'était une blague. Je te donnerai l'argent. Je te donnerai les 500 000 euros. Je t'achèterai une voiture. Répare ça, c'est tout. Il essayait de me soudoyer. Il pensait toujours que tout était une transaction. Il ne comprenait pas que certaines choses ne pouvaient pas être achetées. J'ai baissé les yeux sur le sol. J'avais imprimé quelque chose avant son arrivée. C'était une seule feuille de papier. C'était une impression du site du ministère de la Justice. Directive de condamnation pour fraude électronique et détournement de fonds. J'ai glissé le papier sous la porte. Il a fait un léger bruit de frottement. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. J'ai entendu du papier froissé. Lis, ai-je dit. Silence, un long silence. Tu m'as appris à calculer les coûts, papa, ai-je dit. Tu voulais que je connaisse la valeur des choses, alors j'ai cherché. C'est le coût de la fraude. C'est le coût de voler sa famille. Tu enverrais ton propre père en prison. Ce n'est pas moi qui t'y envoie, ai-je dit. Tu t'y et conduis toi-même dans la voiture de Solène. Rentre chez toi, Guillaume, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Rentre chez toi et parle à ton avocat. Tu vas en avoir besoin. J'ai entendu un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était un sanglot. Mon père, le tyran fort et arrogant, pleurait dans le couloir de mon immeuble bon marché. S'il te plaît. Gémit-il. Pars, ai-je dit, ou j'appelle la police et je leur montre les fichiers aussi. C'était du bluff. J'avais déjà décidé de ne pas aller à la police à moins d'y être obligé. Le fait que la famille sache était suffisant, mais il ne le savait pas. Je l'ai entendu s'éloigner en traînant les pieds. Ses pas étaient lourds et lents. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Je tremblais maintenant. L'adrénaline quittait mon corps, me laissant faible. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un SMS de l'oncle Kevin. Kevin, je suis à la banque. Le directeur a confirmé. L'argent a disparu. Merci, Amélie. Tu n'as pas détruit la famille. Tu as exposé un crime. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. Viens quand tu seras prête. Tu auras toujours un foyer avec nous. J'ai fixé l'écran. Les larmes brouillaient ma vision. Tu n'as pas détruit la famille. C'était la peur. C'était la culpabilité que j'avais portée. Je pensais que j'étais la méchante. Je pensais que c'était moi qui cassais les choses. Mais Kevin voyait la vérité. Je suis retourné à la fenêtre. J'ai regardé la rue en bas. J'ai vu la voiture de mon père s'éloigner. Elle a fait une légère embardée comme une voiture conduite par un ivrogne. Il était parti. La panique se déroulait maintenant dans leur maison. Les cris, les accusations. Solène hurlant parce que ses cartes de crédit étaient refusées. Ma mère pleurant parce que son statut social s'évaporait. Mais dans mon appartement, c'était calme. C'était la première fois en 26 ans que je me sentais en sécurité. La chute ne s'est pas produite d'un seul coup. Elle s'est produite au ralenti, de manière atroce. Au cours des 3 semaines suivantes, je l'ai observée à distance. Je ne suis pas allé à la maison. Je n'ai pas répondu à leurs appels.
J'ai eu des nouvelles de l'oncle Kevin et, étonnamment, des informations. D'abord, ce fut le travail. 2 jours après mon email, mon père a été officiellement licencié par le conseil d'administration. Les références de moralité qu'il avait utilisées pour me faire licencier lui sont revenues en pleine figure. Le conseil ne voulait pas d'un PDG qui volait ses propres parents. C'était un risque. Puis vinrent les procès. Oncle Kevin ne voulait pas poursuivre, mais il le devait. Il devait récupérer son argent de retraite. Il a intenté une action au civil contre mon père et contre BS Lifestyle SARL. À cause du procès, les actifs ont été gelés. Le tribunal a ordonné une saisie des biens pour payer les dédommagements. Je suis passé devant la maison un jour, environ 2 semaines plus tard. Je suis resté de l'autre côté de la rue. Il y avait des camions de déménagement dans l'allée, mais ce n'étaient pas des déménageurs de luxe. C'étaient des équipes de liquidation nommées par le tribunal. J'ai vu des hommes sortir les meubles. La table de salle à manger antique où je n'avais pas le droit de parler. Les canapés chers, l'art des murs. Tout était étiqueté et chargé. Ce n'était que des choses. Sans le pouvoir qui les soutenait, ce n'était que du bois et du tissu. Puis j'ai vu la voiture. Une dépanneuse reculait vers le garage. Ils ont accroché la Mercedes blanche. La voiture de Solène. Et puis j'ai vu Solène. Elle est sortie en courant de la maison. Elle n'était pas maquillée. Ses cheveux étaient en désordre. Elle portait un pantalon de survêtement. « Vous ne pouvez pas la prendre » a-t-elle crié au chauffeur. « C'est la mienne. Mon papa me l'a achetée. » Le chauffeur ne l'a même pas regardée. Il a juste continué à manœuvrer les leviers. La voiture s'est soulevée dans les airs. « Papa, fais quelque chose » a hurlé Solène. Mon père est sorti de la maison. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Ses épaules étaient affaissées. Il portait un vieux t-shirt. Il avait l'air vaincu. Il n'a pas regardé Solène. Il a juste regardé la voiture partir. « Elle est partie, Solène » a-t-il dit doucement. « Mais qu'est-ce que je suis censé conduire » a-t-elle crié. « Comment suis-je censé aller bruncher ?»« Prends le bus » a-t-il dit. J'ai failli rire. L'ironie était parfaite. La SARL BS Lifestyle a été dissoute. La marque de Solène est morte du jour au lendemain. Lorsque la nouvelle est sortie qu'elle finançait son style de vie en volant son oncle, ses abonnés Instagram se sont retournés contre elle. Les commentaires étaient brutaux. Voleuse, fraudeuse, rend l'argent. Elle a supprimé son compte 3 jours plus tard. Sans l'argent et sans l'influence sociale, Solène n'était personne. Elle n'avait pas de diplôme. Elle avait abandonné ses études. Elle n'avait aucune expérience professionnelle. J'ai eu des nouvelles de tante Michel une semaine plus tard. Solène a trouvé un travail, m'a dit Michel autour d'un thé. Vraiment, ai-je demandé. Où? Au centre commercial. Dans un magasin de vêtements. Elle plie des chemises. Elle plie des chemises. Oui. Elle a essayé de postuler pour un poste de direction, mais elle n'a aucune référence. Alors, elle travaille au niveau débutant. Au SMIC. J'ai hoché la tête. C'était la justice. Elle travaillait enfin pour les vêtements qu'elle portait. Mes parents ont dû vendre le domaine. Après avoir remboursé oncle Kevin, remboursé l'argent du fonds en fiducie, qui a été placé sur un compte bloqué pour moi, et payé les frais de justice, il ne leur restait presque rien. Ils ont déménagé dans un T3 de l'autre côté de la ville. C'était un appartement normal. Pas de jardin, pas de grille, juste un endroit ordinaire pour des gens ordinaires. Le cercle social qu'ils aimaient tant s'est évaporé. Les amis qui étaient venus à la fête d'anniversaire, ils ont disparu. Personne ne voulait être associé à des escrocs. Ma mère, qui était autrefois la reine de la scène sociale, était maintenant une paria. Je l'ai vue une fois à l'épicerie. Elle poussait son propre chariot. Elle regardait les prix. Elle a reposé une boîte de crackers chers sur l'étagère et a pris la marque distributeur. Elle m'a vu. Je me suis figé. J'étais dans le rayon des fruits et légumes. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient tristes. Elle avait l'air petite. J'ai cru qu'elle allait crier. J'ai cru qu'elle allait me maudire. Au lieu de cela, elle a simplement baissé les yeux vers le sol. Elle a tourné son chariot et s'est éloignée. Elle avait honte.
Pour la première fois de sa vie, elle ressentait de la honte. Je l'ai regardée partir. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais rien. Le cordon était coupé. Elle n'était qu'une femme dans une épicerie. Elle n'était plus le monstre sous mon lit. Le royaume qu'ils avaient bâti sur des mensonges s'était effondré. Et tout ce qu'il avait fallu, c'était une personne disant la vérité. Cela fait 2 mois depuis la fête. Ma vie est calme maintenant. Je vis toujours dans mon petit appartement. J'aime être ici. Je me sens chez moi. J'ai eu la prime de rétention du travail. J'ai eu l'augmentation. Et, étonnamment, j'ai eu l'argent du fonds en fiducie. Le tribunal a saisi les actifs restants de mon père pour le rembourser. J'ai 500 000 € à la banque. Je n'ai pas acheté de Mercedes. Je n'ai pas acheté de vêtements de marque. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai remboursé mes dettes de carte de crédit. Et j'ai mis le reste de côté. C'est mon fonds pour la liberté. Cela signifie que je n'aurai plus jamais à dépendre de qui que ce soit. Je suis assise à mon bureau un samedi matin. Le soleil brille à travers la fenêtre. J'ouvre mon ordinateur portable. Le dossier, la vérité, est toujours sur mon bureau. Je l'ouvre. Je regarde les fichiers une dernière fois. La facture, les journaux bancaires, l'email. Tout cela fait partie de l'histoire maintenant. C'est l'histoire d'une personne différente. Une personne qui avait peur. Une personne qui voulait être aimée par des gens qui ne pouvaient pas l'aimer. Je n'ai plus besoin de ces fichiers. Je n'ai plus besoin de la preuve. Je sais qui je suis. Je sélectionne le dossier. Je fais un clic droit, puis le supprimer. Une boîte de dialogue apparaît. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la vérité? Je souris. Oui. Le dossier disparaît. Je regarde par la fenêtre. La ville se réveille. Je vois des gens promener leurs chiens. Je vois des couples se tenant la main. Je suis seul, mais je ne me sens pas seul. Je dîne avec oncle Kevin et tante Michel tous les dimanches. Nous cuisinons ensemble. Nous rions. Ils ne me jugent pas. Ils ne m'envoient pas de facture. Ils m'aiment, tout simplement. Je réalise quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas une question de sang. Le sang ne fait que des parents. L'amour fait une famille. Mes parents et Solène, c'étaient mes parents, mais ils n'ont jamais été ma famille. Je prends mon téléphone. J'ai un SMS de David, mon patron. David, excellent travail sur l'audit de sécurité cette semaine, Amélie. L'équipe a de la chance de t'avoir. Je réponds. Amélie, merci, David. J'adore ce travail. Et c'est vrai. J'aime mon travail. J'aime ma vie. Je me lève et je m'étire. Je me sens légère. Le poids a disparu. Le lourd portefeuille en cuir a disparu. Les attentes ont disparu. Je vais vers le miroir dans le couloir. Je me regarde. Je vois une femme qui est forte. Je vois une femme qui a traversé le feu et en est sortie de l'autre côté sans se brûler. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus la fille de voleur. Je suis Amélie. Et pour la première fois en 26 ans, cela suffit. Je prends mes clés, mes propres clés de ma propre voiture simple, et je sors par la porte. Le soleil est chaud sur mon visage. Je suis libre. No, no. También me han pedido mucho el Furry Love, pero no, esas cosas no las vamos a jugar. Y menos en stream porque me banean, pero si fuera de stream tampoco, no me gustan. Claramente no llevo 500 horas en el juego, por supuestísimo que no. Claramente no es que no quiera jugarlo para que no vean que ya lo tengo completado al 100. Evidentemente no es eso. Pero sí, no lo vamos a jugar. Esa es el cantón de mi... ¿Qué tal? Lo estamos limpiando. Espero que tu jefecita quede feliz después de la limpieza que le estamos haciendo. ¿Qué es peor, ser jugador de Brawl Stars o que me hayan elegido en un... ¿Cómo? O que me hayan elegido a un jugador de Clash Royale antes que... O que me hayan elegido a un jugador de Clash. El macho. Hola. Hola. Lo importante es sacar el God Ending. Eso sí, eso es muy importante.
No, de hecho lo importante es sacar todos los endings, todos y cada uno de ellos. Eso es lo más importante, porque si no te vas a quedar con la duda. ¿Y cómo te vas a quedar con la duda? Mejor hay que hacerlos todos. Entonces te pones a jugarlo 388,000 millones de veces hasta que lo acabes. Bro, ya me voy a poner a chambear para los cristales. Ok. Hola. Pero sí. Si yo fuera su jefecita estaría incómoda de que un hombre limpie mi casa. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Brawl Stars, ¿dónde? Ni tienes nada que ver, pero no se metan con una traumada que no querían de verdad. O sea, que tú no querías de verdad o que ella no te quería de verdad. Pero sí, mejor eviten meterse con traumadas. Y también eviten traumarse con una que no los quiere. Esa es otra. Pero sí. Yo no soy nadie para hablar porque no sé, a mí al parecer me gusta mientras más loquilla esté, mejor, creo. Limpia, sí, del bungalow. Sí. ¿Por qué si no fuera querida de verdad no va... Porque si no fuera querida de verdad no va a saber querer y solo les dará desarrollo de personaje. Porque si no fue querida de verdad no va a saber querer. Sí, estoy de acuerdo. Si alguna persona la trataron mal, primero que trabaje sus traumas, o si no, no se metan ahí, porque justo, si no la quisieron, ella tampoco va a saber cómo quererte y te va a traumar. Y luego van a ser dos traumados. Luego van a ser dos traumados. Entonces mejor evitarlo. Güey, sí, una que no tiene apa... Uf, ¿cómo? Esas también son peligrosas. Esas también son peligrosas. Esas también suelen ser peligrosas. Yo me enamoré y literal es feo porque no puedo lograr nada, aunque no sé, tengo fe. Lo veo difícil, lo veo complicado. Complicado por no decir imposible, porque pues, si no le gustan los hombres, está difícil que en algún momento se llegue a enamorar de ti, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe, tal vez en alguna oportunidad, en algún momento. No creo, la verdad, pero bueno. Tienes cara de que te gustan los juegos de hacer el amor. ¿Cuáles son esos juegos específicamente? Pero sí, 24/7 juego esos. De hecho, ahorita parece que estoy jugando a un juego de limpiar, pero realmente es una grabación y de fondo estoy jugando otro tipo de juegos. Yo no me traumé, pero esperé a mi ex durante un año sin darme el derecho a conocer a alguien más. Bueno, o sea, creo que el problema ahí es que la estabas esperando, pero no veo mal que te des un tiempo sin pareja. Como para, pues sobre todo después de salir de una relación con una persona que querías mucho, como para justamente superar los traumas y tal. Supongo que es mejor que meterte en una relación instantáneamente, que no digo que no pueda funcionar meterte en una relación instantáneamente, pero pues creo que también hay que darte tiempo de sanar y de las cosas. Entonces lo malo es que la estabas esperando, o sea, justo lo que dices de que no te diste la oportunidad de conocer a otra por estarla esperando, esa es la parte mala, que fue por estarla esperando. Pero pues no veo mal que no esté, o sea, que te des un tiempo para sanar. A mí igual, carnalito, sí a veces pasa, retiro lo dicho. Pues diferente es loca en vez de traumada. Las traumadas se tapan detrás de sus traumas y te hacen daño. Sí, mínimo si están locas y admiten que están locas, pues no pasa nada, o sea... Dentro de lo que cabe ya sabes a lo que vas. Pero las que están traumadas y hacen como que no, como que todo está bien y de repente te trauman a ti, eso sí está feo.